Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des principes talosiens. Aujourd'hui, on continue avec un second texte de Cicéron appelé « Sans la raison, nous ne sommes que folie ». Cet ouvrage est relativement court, mais j'ai tout de même choisi d'en proposer un résumé aussi précis que possible. Le contexte de ce livre est celui d'une réponse de Cicéron à Jules César. Condamné au silence politique, l'orateur refuse pourtant de se taire. Maître de l'éloquence, il choisit de transformer la philosophie en une arme. Dans son texte Les paradoxes des stoïciens, il feint par exemple de se livrer à un simple exercice rhétorique, mais en réalité, c'est un message politique limpide qu'il adresse. En s'adressant d'ailleurs à Brutus, son interlocuteur privilégié dans plusieurs de ses œuvres, nous l'avons constaté dans l'Orateur idéal, Cicéron s'inscrit dans une forme de continuité. Par le discours, il cherche à former un citoyen éclairé, un citoyen capable de résister à la dérive autoritaire de César, et d'autres d'ailleurs. Incarner ce qu'il appelle le vir bonus dicendi peritus, l'homme de bien habile à parler, pour lui, ce n'est pas seulement posséder l'art oratoire, c'est surtout mettre cette éloquence au service de la vertu et de la République. Dans l'Orateur idéal, par exemple, Cicéron dresse le portrait de cet individu éloquent. Ici, il en exprime la nécessité d'incarnation concrète, au travers d'un refus de se taire, face à la tyrannie césarienne. Cicéron part d'un constat simple. La foule, ou plutôt les masses, se trompent sur ce qu'est le bien. La plupart des hommes identifient la richesse, le pouvoir ou la gloire comme des choses désirables. Mais ce sont en vérité de faux biens. Ils ne libèrent pas l'être humain, mais ils l'emprisonnent. Celui qui accumule de l'or n'est jamais rassasié. Il désire toujours davantage, tout en craignant sans cesse de perdre ce qu'il a. Ainsi, le riche est plus inquiet que l'homme simple et modeste. La soif de posséder est une passion qui ronge l'âme et transforme la vie en servitude. Cicéron rappelle alors l'exemple du sage Bias, l'un des 7 sages de la Grèce. Quand sa cité tomba aux mains des ennemis, tous fuyaient en emportant leurs biens matériels. Bias, lui, déclara « Je porte avec moi tout ce qui m'appartient », signifiant par là que sa vraie richesse résidait dans sa sagesse, dans ses vertus, et non dans des objets extérieurs et matériels. C'est cette leçon que Cicéron veut vraiment marteler. La richesse matérielle n'est rien, et le véritable bien réside dans la vertu. Car vivre selon la vertu, c'est vivre en accord avec la beauté morale, avec la droiture. Et c'est cela qui fonde le bonheur. La liberté ne consiste donc pas à faire ce que l'on veut, mais plutôt à vouloir ce qui est juste. Être libre, ce n'est pas céder à ses désirs, c'est se gouverner soi-même. Car le désir, explique Cicéron, c'est un maître cruel, et celui qui le suit devient nécessairement son esclave. Cette idée qui traverse tout le stoïcisme, Cicéron la transpose dans un discours public. Être libre, en fait, ce n'est pas amasser, c'est se contenter de peu, se contenter de ce que l'on a. Et celui qui ne dépend pas de l'argent, qui ne vit pas dans la recherche incessante de la gloire, celui-là est vraiment maître de lui, et donc maître du monde. Vient alors un paradoxe un peu plus difficile à résoudre. Selon Cicéron, toutes les fautes se valent. Il reprend ici un thème stoïcien qui est assez radical. Selon lui, peu importe les conséquences, le simple fait de franchir la limite morale, c'est déjà une faute à part entière. Un pilote de navire, par exemple, qui fait couler son bateau chargé d'or, commet la même maladresse que celui qui fait couler un navire chargé de paille. De même, celui qui cède à ses désirs commet la même faute, qu'elle touche une femme peu fréquentable ou une fille de bonne famille. Alors, on peut objecter, à juste titre, que certaines fautes semblent plus graves que d'autres. Voler une pomme n'a pas le même poids que ruiner tout un pays. Mais Cicéron insiste tout de même. La gravité morale ne dépend pas seulement des conséquences matérielles, elle réside en fait dans le franchissement d'une limite. La morale est une ligne claire, et une fois qu'elle est franchie, selon lui, l'acte reste une faute, quel qu'en soit l'objet. Bien sûr, et encore une fois, cette idée est discutable, et Cicéron lui-même sent un peu la difficulté. Il reconnaît que le contexte change la perception. Tuer un parent peut être un crime atroce, mais il peut aussi être une sorte d'acte de compassion, si c'est pour lui éviter une vie de souffrance et d'esclavage, par exemple.
Ce qui importe, ce n'est pas seulement l'acte, mais c'est aussi la cause, l'intention qui le guide. C'est là une tension permanente dans sa pensée d'ailleurs. D'un côté, le stoïcien un peu radical, et de l'autre, l'individu conscient de la complexité du monde. Mais au final, derrière ces raisonnements philosophiques, se cache en fait une cible bien précise, Jules César. Au travers de cet ouvrage, Cicéron dénonce en fait ses crimes. Il l'accuse d'avoir détruit la République, d'avoir ensanglanté le forum, occupé les temples avec des criminels armés, incendié des lieux sacrés et renversé les lois. Pour lui, César ne peut pas être un citoyen. Être citoyen, ce n'est pas simplement naître à Rome, c'est vivre selon la vertu. Or, celui qui trahit la justice et piétine la loi, comme l'a fait César selon Cicéron, ce n'est pas un citoyen, c'est même plutôt un ennemi de la cité. En fait, l'attaque est claire. Cicéron oppose la République fondée sur le droit et la vertu à la tyrannie fondée sur la violence et l'ambition de César. Vient alors un dernier paradoxe, et peut-être le plus important. Qu'est-ce que la liberté ? Pour Cicéron, la liberté, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut, c'est de vivre en suivant la raison et la droiture, on l'a déjà dit. En fait, l'homme libre, c'est celui qui ne subit pas ses passions, celui qui n'agit pas par contrainte ou par peur, mais qui arrive à se gouverner lui-même. Même l'exil ou la mort ne peuvent pas atteindre cet homme, car sa liberté est intérieure. Il n'appartient ni aux circonstances, ni à la fortune, mais vraiment à lui-même. Et l'esclave, ce n'est pas seulement celui qui est juridiquement possédé, c'est aussi et surtout celui qui est dominé par ses désirs, par sa cupidité, par son ambition. Et voilà pourquoi tant de riches, tant de puissants sont en réalité des esclaves, alors que le sage, lui, se satisfait de peu et est véritablement libre. Parlons d'ailleurs de la richesse, sujet qui conclut l'ouvrage. Cicéron affirme que la vraie richesse n'est pas dans l'accumulation, mais dans l'absence de besoin. Seul celui qui n'attend rien et ne craint rien possède un bien durable qui est la vertu. Et c'est cette vertu qui fonde la vraie liberté, indépendamment des caprices de la fortune. Alors bien sûr, on pourrait relever une contradiction. Cicéron lui-même a joui de la gloire, de l'éloquence, de la reconnaissance publique, mais au-delà de cette dissonance un peu personnelle, son message reste tout de même puissant. La philosophie n'est pas une spéculation abstraite, c'est un combat pour la liberté de l'esprit et pour la cité également. En ce qui concerne mon avis sur cet ouvrage, je l'ai relativement apprécié. À travers de Sans la raison, nous ne sommes que folie, Cicéron nous transmet quand même une leçon intemporelle. Résister au faux bien, mépriser la cupidité, affirmer la primauté de la vertu et comprendre que la véritable liberté, c'est une liberté intérieure. Au final, c'est une leçon qui résonne encore aujourd'hui, malheureusement, chaque fois que la gloire et l'argent prétendent définir la valeur d'un homme, et que la philosophie rappelle que la dignité se trouve plutôt dans la droiture et dans la raison que dans la poursuite des plaisirs immédiats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et surtout de vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau résumé d'ouvrage philosophique. Allez, tchuss!